Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. La crise sanitaire sans précédent que nous traversons nous oblige à rester confinés à la maison. Et si c'était rigolo la première semaine, eh bien ça devient de plus en plus pesant, mais on n'a pas le choix. Si ce n'est toi qui vas à la brasserie, c'est la brasserie qui viendra à toi. Je vous propose de vous évader quelques minutes, pas besoin d'attestation de déplacement dérogatoire. Si d'habitude vous écoutez le Podcapsuleur dans les transports en commun ou en voiture, ce coup-ci vous pouvez vous installer tranquillement dans le canapé et pourquoi pas ouvrir une bière. Ça y est, on y va. Saison 3, épisode 2, la brasserie La Minotte à Marseille. Il y a 5 ans maintenant que l'aventure de la brasserie La Minotte a débuté, d'abord dans un petit atelier proche du Vieux-Port de Marseille, avant de déménager 2 ans plus tard dans le quartier de la Capelette pour investir des locaux plus spacieux. Aujourd'hui, La Minotte a bien grandi. Le fondateur, Max Brunet, un informaticien devenu brasseur après avoir découvert la bière dans un bouquin, est épaulé d'un autre brasseur, Antoine Dinomet, qui nous fait la visite. Et bonjour et bienvenue à la brasserie La Minotte à Marseille dans le 10e arrondissement, plus précisément sur l'avenue de la Capelette. C'est une brasserie qui a un peu moins de 5 ans et qui a déjà déménagé. C'est ça, on est parti. Mon collègue Max est parti d'un petit local de 40 mètres carrés au fond d'une ruelle avec une pente à 20 degrés pour ensuite passer ici sur 250 mètres carrés. On vient de prendre un nouveau local juste à côté pour entreposer nos stocks de 200 mètres carrés supplémentaires. En attendant, si tout se passe bien, l'année prochaine pour pouvoir passer à la taille au-dessus, réellement. On est dans une région de pastis, on est dans une région de vin rosé, on n'est pas forcément dans une région de bière. Ah non, c'est typiquement une région de bière, sauf que les gens le savent pas. Non, je déconne, c'est pastis rosé. Mais c'est là que c'est intéressant pour nous, parce qu'on arrive... La France est déjà un peu en retard par rapport au reste du monde sur la bière, notamment à cause du vin. Marseille encore plus, et c'est cool parce que on est quasiment dans les premiers avec nos 4 ans et demi à développer ça, ce qui nous laisse une latitude énorme pour pouvoir faire découvrir aux gens, parce que c'est notre travail principal, c'est finalement de les cultiver à la bière et pour créer des choses et s'éclater sans avoir peur du jugement parce qu'ils ont déjà 10 000 références en tête. Toi Antoine, tu as commencé brasseur amateur chez toi dans ta cuisine et finalement c'est ici que tu as changé de braquet ? Alors techniquement j'ai commencé dans la cuisine de mon manager, puis chez moi et finalement j'ai fait mes armes sur des gros volumes ici, à l'époque sur 500 litres, entre 1 et 2 fois par jour et puis maintenant sur du 10 hectolitres. Avant de devenir brasseur, ta formation initiale à la base c'est l'électronique. C'est ça, un bac électronique, qui était très intéressant et très rigolo à l'époque. C'était de l'assemblage de différentes pièces électroniques pour pouvoir créer quelque chose. Et en faisant ma première année de BTS, j'ai réalisé que ça devenait de la programmation. Du coup, j'ai tout plaqué, c'était pas drôle. Et je me suis lancé dans l'animation, quelque chose que je faisais à côté déjà. Ce qui m'a déjà aidé à développer mon sens du contact auprès des gens. Chose qui a été utile plus tard pour la suite. Après à peu près 8 ans d'animation pour pas finir comme les dames de la cantine qu'on voit ayant fait carrière auprès des enfants vieilles et aigris à gueuler sur les enfants qui ont renversé leur couteau par terre. J'ai décidé de passer à autre chose. Du coup j'ai pris mon vélo, j'ai traversé l'Europe avec, sous la neige, parce que c'était plus rigolo. Et au retour je me suis dit qu'il était temps de chercher quelque chose d'autre. À l'époque, dans le département où je vivais, il n'y avait absolument rien d'intéressant à faire. Du coup, on m'a proposé de bouger et de refaire de l'animation, chose que j'ai été faire à Dijon. Donc je suis arrivé avec mon sac sur le dos. Finalement, ça s'est pas fait. Du coup, j'ai imprimé 150 CV, j'ai déposé ça partout et finalement, je me suis retrouvé dans l'hôtellerie. Jusqu'à ce que ça ne devienne plus drôle. Et j'ai fini à bosser comme barman chez les Bertom à Dijon, pour ensuite venir à Marseille pour l'ouverture du Bertom ici. Et jusqu'à ce que je réalise que c'était plus drôle. Et au moment où je me suis dit, je profite après avoir cotisé suffisamment longtemps, je vais enfin profiter du chômage, pourquoi ce serait que les autres, pour prendre mon sac à dos et aller visiter des grandes brasseries pour découvrir et peut-être un jour monter la mienne. Et manque de bol, une annonce a été postée par la brasserie La Minotte à minuit 30. Donc à minuit 30. À 8h, je me réveille. À 8h45, mon CV était refait. À 10h30, j'étais à 500 mètres d'ici, donc à 500 mètres de la brasserie en train d'imprimer. Et à 11h, j'étais en train de donner mon CV en main propre à Max, que j'avais aperçu juste une fois.
et qui m'a finalement recruté 2 mois après. Voilà. Et c'est comme ça que l'aventure s'est lancée entre nous. Et on est devenus très potes, très proches, très complices, et tout roule comme ça. C'est la famille, quoi. Aujourd'hui, la production de la brasserie Laminate, c'est 1250 hectos à l'année, donc c'est déjà un bon volume. Ouais, c'est quand même pas dégueu par rapport aux moyens techniques qu'on a, puisqu'on avance petit à petit, c'est toujours un peu du bricolage. On va dire qu'il y a pas 2 outils qui sont taillés pour les mêmes volumes, ce qui fait que ça nous ralentit un peu. On a notamment nos anciennes cuves de brassage 500 litres qui ont été associées ensemble pour faire une seule cuve d'ébullition. Donc pour ceux que ça parle, c'est assez étrange, mais plutôt que de revendre pour racheter, de galérer à trouver du matos, on bricole et on avance comme ça petit à petit. Et la prochaine avancée, ça sera simplement de l'automatiser un peu, semi-automatiser un peu, pour pouvoir réduire notre temps de travail. Une journée de brassage qui fait actuellement 11 heures va pouvoir passer, je l'espère, sous la barre des 8. Tu as commencé dans ta cuisine, oui. Tu es passé sur les gros volumes ici. C'est ici que tu as appris ton métier de brasseur ? C'est ça, c'est ici que j'ai appris mon métier de brasseur, et si tout se passe bien tel que c'est parti, c'est ici que je le finirai, probablement quand j'arriverai à la retraite, si un jour on en a une. C'est sur le petit matériel que j'ai appris à connaître les matières premières, à comprendre l'impact de chacune, les différentes techniques. C'est sur le gros volume où je me suis retrouvé à pas avoir le choix que de devoir créer des nouveautés directement sur 500 litres ou sur 1000 litres maintenant, ce qui fout une petite pression, mais la bonne pression pour se motiver à réussir. Et pour l'instant, c'est pas trop mal. Donc apprendre sur le tas, ça a du bon. Il y a des échecs ? Pas trop. Mis à part sur la carbonatation, donc en gros sur les bulles, où on a un peu pêché cette année, mais on s'est recadré et c'est la dernière échec de la brasserie Laminate, de façon historique. Aujourd'hui, la gamme, c'est 13 bières permanentes, ce qui est quand même assez conséquent. Oui, c'est pas dégueu. 13, on va redescendre à 12, puisqu'il y en a 2 qu'on va fusionner enfin, une qu'on va éliminer, qui va passer sous un autre nom. 13 bières réparties sur 3 gammes différentes. On a une gamme classique qui est vraiment, on va dire, consensuelle, faite pour les non-amateurs de bière, pour les faire venir justement dans ce milieu obscur de la craft. Ensuite, on a une gamme juste au-dessus qui est pour ceux qui sont déjà amateurs, notamment avec l'IPA, une bière au gingembre, et une bière noire assez douce. Et ensuite on passe sur la gamme qui à la base devait être de l'éphémère et qui finalement est restée dans le temps, qui est une gamme un peu plus premium, qui est destinée plus aux cavistes et restaurateurs, là où on cherche pas forcément à se désaltérer, mais plus à profiter d'un bon moment et à déguster. Notamment avec une blanche à la framboise légèrement acidulée, avec une bière noire à 9%, très lourde, une Imperial Oat Milk Stout. On a une double IPA, voilà, ça c'est et une bière de dessert, une stout à la vanille et à la fève de tonka. Ça c'est des choses qui ont été un peu nos dernières créations. Ça fait près d'1 an qu'on les a faites et on a un peu oublié, on n'a pas eu le temps surtout de créer des nouveautés et de faire de l'éphémère réellement. Du coup on relance ça cette année, on s'est donné pour objectif et on n'a pas le choix, on s'est donné des dates et on a déjà annoncé des choses, ce qui nous oblige à le faire maintenant, de 4 nouveautés dans les 3 mois à venir et une série de 6 derrière pour fin mai, début juin. Et on commence un petit programme de vieillissement en barrique depuis, en fait on les met en barrique lundi prochain en espérant que ça sorte bon. Nouvelle expérience pour nous. Voilà. Des choses qu'on peut pas faire à la maison dans sa cuisine. Donc aujourd'hui il y a quand même 1250 hectos à écouler chaque année. Vous distribuez comment ? La distribution, alors déjà il faut quand même compter que sur les 1250 hectolitres annoncés, on en a une partie qui est du brassage à façon, puisqu'on brasse notre marque, mais on brasse aussi pour des brasseurs qui manquent de capacité notamment, ou des personnes qui développent leur marque sans pour autant faire concurrence à des brasseurs qui sont ancrés. Notamment, je peux le dire, une personne qui développe sa marque sur les terrains de golf. Voilà, donc lui il fait pas d'ombre à d'autres brasseurs, ce qui nous permet de bien dormir malgré le fait qu'on fasse de la bière à façon et que d'autres personnes vont nous juger à ce sujet. Ça c'est pas un souci, puisqu'il faut pas oublier qu'il faut payer le loyer et que ça paye le matos, que ça paye le recrutement et voilà, là c'était le petit moment, je défends mon métier. Donc si on retire ça, déjà il y en a moins, et sur la partie distribution, donc c'est surtout sur Marseille et la région sud-est.
en gros, et on commence grâce à notre distributeur, la Cave Victor, qui se trouve au 20 rue d'Andoum, dans le 7e arrondissement à Marseille. Très bon bar, 450 références, le barman et la barmaid sont super sympas. Les bières sont bonnes et de très bons conseils. Grâce à eux, du coup, ça nous permet d'envoyer un peu à droite, à gauche sur le reste de la France, dans des boutiques spécialisées, cavistes, restos. On a un tout petit peu sur Paris depuis un petit moment, mais ça se développe. Et depuis moins de 2 mois, voilà, on a un commercial qu'on a recruté et qui nous aide, qui est très prometteur. Voilà. J'en dirai pas plus parce que sinon, si jamais il entend ça, il va demander une augmentation. Sur la suite de la distribution, on a une petite partie qui part sur les petits supermarchés locaux et on vise un peu la grande distribution quand même pour pouvoir se faire connaître. Faut pas oublier que 98% des gens qui boivent de la bière la prennent en supermarché comme on faisait avant, nous aussi. Donc pas sur toute notre gamme puisqu'il faut quand même garder des bières spécialisées pour les gens amateurs, mais les classiques doivent aller au peuple et pas le peuple à la brasserie et pas le peuple aux bières. Donc une personne qui va en cave a déjà un certain éveil autour de la bière. Une personne qui est peut-être même pas au courant qu'il y a des brasseurs artisanaux en France, malgré qu'on soit 1600, il va falloir aller le chercher, il va falloir lui montrer qu'on est là. Donc on va en supermarché, on commence à se développer chez Métro, on fait notre petit bonhomme de chemin là, dans ce milieu, voilà. Et on n'a pas peur de demain pouvoir distribuer toute la France. C'est parti, ça enregistre ? Allez, on y va. Ah ouais, mais si tu ouvres la porte, ça fout la merde, on rentre. Bah non, je veux écouter ce que tu dis là. Ah, bah J'écoute à moitié ce que tu dis depuis tout à l'heure. Donc c'est l'heure de la visite, alors c'est parti. Donc là on est dehors. Donc c'est parti, on rentre. On a je vous décris brièvement. C'est probablement une ancienne usine. C'est assez vieux. On est dans un quartier qui était assez industriel à une époque. Probablement un ancien garage vu la grande baie vitrée coulissante qu'il y a. Il y a une porte dedans. Je l'ouvre. Je vous fais écouter la poignée. Et voilà. Donc là on entre dans la brasserie. Attention à la porte qui claque, c'est métallique, ça fait du bruit, ça risque à tout moment d'exploser. Donc là on est dans la brasserie qui est actuellement un peu en remaniement. On a notamment construit en dur un bar qui était avant mobile et dans un autre espace pour pouvoir refaire des soirées comme on faisait au tout début, qu'on a dû arrêter suite à une surproduction et un espace de stockage qui était insuffisant. Ayant maintenant un nouveau local à côté, on a pu déstocker une partie, ce qui fait qu'on va relancer tout ça, relancer le bar. Ce qui fait que maintenant, quand on rentre, c'est simplement le bordel. Donc on a d'abord les maltes, et puis un peu de stockage. On a 2 fermenteurs qui traînent parce qu'on ne savait pas où les mettre. Et ensuite, on arrive sur nos congélateurs dans lesquels on a nos houblons. Sur notre droite, juste derrière, mon collègue et patron et sa chair et tendre. Juste derrière eux, on a nos 6 barriques de bourbon qui ont été installées le mois dernier et qui vont être remplies dès lundi de 3 bières différentes qui sortiront à 3 moments différents histoire de pouvoir créer quelque chose, on va dire, sur toute l'année. Juste sur notre gauche, on a notre nouvelle embouteilleuse automatique qui est arrivée la semaine dernière, qui nous pose quelques soucis, mais c'est que du réglage, ça va bien se passer. Donc avant l'embouteillage, c'était les 475 000 dernières bouteilles, si je ne me trompe pas, ont été embouteillées à la main, une par une, capsulées une par une. Je suis capsulé une par une. Au pied aussi. Ouais. Donc remplissage manuel, capsulage manuel, étiquetage était automatique jusqu'à ce que l'étiqueteuse nous lâche un mois avant de recevoir la nouvelle machine. Donc c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de palettes qui traînent au milieu de la salle. Aujourd'hui c'est le bazar, on va tout déménager demain dans l'autre local puisque c'était simplement l'étiquetage en retard du dernier mois. Donc là on a une petite vingtaine de palettes qui attendent d'être déplacées demain dans notre nouveau local. À gauche de ce gros tas de palettes, on a un bar qui a été construit le mois dernier pour pouvoir accueillir tout le petit peuple marseillais dès le 31 janvier pour notre reopening, où on va relancer nos soirées mensuelles, où on va réorganiser des événements avec des concerts, avec des food trucks. Donc événements qu'il va falloir suivre sur notre page Facebook La Minotte. Donc on avance, on passe les palettes, on passe le bar.
Et on arrive sur notre matériel de brassage, 10 hectolitres, qui est un bricolage totalement. On est sur un mix de notre ancien matos et de notre nouveau matos. Notre ancien matos, c'était donc 500 litres. On avait 2 cuves, une qui servait pour l'empattage, une pour l'ébullition. Et donc, ces cuves-là, quand on a voulu passer en 10 hectolitres, donc 1000 litres, plutôt que se faire chier en fait à chercher quelqu'un pour les racheter, à devoir les envoyer, à racheter autre chose pour les remplacer, on a juste acheté une cuve d'empattage de 10 hectolitres, enfin notamment un tank à lait, tout simplement, dans lequel on a fait un fond filtrant. Et ces 2 cuves qui étaient déjà existantes, on les a associées toutes les deux avec un un tuyau qui les réunit pour pouvoir en faire 2 cuves d'ébullition, mais qui sont au même niveau puisqu'elles sont associées. Et donc on fait chauffer 2 cuves, ce qui nous permet de faire chauffer 2 fois plus vite, puisqu'on a 2 fois moins de volume à faire chauffer, histoire de gagner un petit peu de temps. Je rappelle qu'on brasse une journée complète, incluant le nettoyage, c'est 11 heures. Donc si on faisait pas ça, on perdrait encore peut-être 1 heure. Donc c'est déjà 11 heures, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc on a notre matos. Sur le côté de ce matériel, on a aussi ce qu'on appelle la piscine, qui est simplement un grand bac de nettoyage qui sera rebouché pour pouvoir devenir le support pour notre nouveau matériel. Donc notre cuve d'empattage qui sera la même mais qui sera surélevée pour pouvoir fonctionner en gravitaire et ainsi éviter de faire tourner une pompe pendant 1 heure et d'avoir les oreilles qui sont cassées à la fin de cette heure de transfert. Et en lieu et place de notre actuelle cuve d'empattage, on mettra un deuxième tank à lait qui servira de cuve d'ébullition et on pourra enfin revendre nos 2 petites cuves. Ce qui va nous libérer de la place pour pouvoir installer 2 fermenteurs isobarométriques de 20 hectolitres afin de pouvoir produire des fûts, notamment sur les gros volumes, sur la blonde, en gros, des produits plus stables, notamment en termes de pétillance, et puisque on reste dans de la bière artisanale, on travaille sur un produit vivant, nous on fait que de la fermentation naturelle en bouteille ou en fût. Là, ça va nous permettre d'avoir un produit plus stable et plus précis et qui va être plus pratique pour les barmen qui sont pas habitués aux bières artisanales. Donc plutôt que d'avoir des retours de personnes qui ne savent pas tirer de bière artisanale parce qu'ils sont simplement habitués aux bières industrielles, nous on s'adapte un petit peu, on fait l'entre-deux, on fait de la bière artisanale mais semi-industrielle juste pour eux, afin de pouvoir les initier à ça et de toucher, afin de ramener un petit peu plus de public dans ce milieu obscur. Ensuite, juste à la gauche de ce matériel, on a une petite machine qui est arrivée le mois dernier, qui est notre nouvelle laveuse et enfuteuse pour du fût inox, puisqu'actuellement on utilisait ce qu'on appelle des kick-eggs, qui sont des fûts jetables, qui nous permettaient d'éviter d'investir des grosses sommes d'un coup, mais d'acheter au fur et à mesure des fûts qui sont à usage unique, mais qui sont malheureusement en France pas recyclés, puisqu'on est un peu à la bourre sur le recyclage en France, notamment à Marseille. Et donc on va passer un peu en fût inox, au moins pour nos bières classiques et puis pour les établissements locaux. Et donc, après cette machine à fût, il reste une chose à voir dans la brasserie, c'est notre chambre de fermentation. Quand on a commencé ici, il y a donc 2 ans et demi, nos fermenteurs, c'était des fermenteurs, pour ceux qui connaissent, la marque Polzinelli, donc simplement des cuves en inox qui n'étaient absolument pas régulées en température. On s'est amélioré avec le temps quand même, ça a mis du temps, ce qui fait qu'on avait des bières qui n'étaient pas toujours stables, pas toujours identiques, selon l'hiver ou l'été. C'est pour ça qu'on avait un groupe froid, qui se trouve juste là pour les 2 seules personnes qui peuvent le voir, qui permettait simplement de maintenir vaguement la température approximative pendant l'été. L'hiver, un petit chauffage faisait l'affaire. On est passé sur des fermenteurs qui sont déjà un peu plus volumineux. On est passé sur des fermenteurs de 625 litres, ce qui nous permet, comme je parlais de bricolage, là c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en général, un brasseur fait 1000 litres, il met ça dans un fermenteur de 1000 litres, voire de 2000 litres 2 jours d'affilée et il le remplit. Nous on fait l'inverse, on divise en 2. Chaque brassin est divisé en 2. À une époque, ça avait un intérêt, ça nous permettait d'avoir une même base, mais avec un dry hopping différent, par exemple, pouvoir proposer 2 produits différents, mais en le brassant en une seule fois. Là, c'était plus pour une question de coût. C'était plus facile d'acheter 2 fermenteurs de 625 qu'un fermenteur de 10 hectos. Mais au moins, ils sont maintenus en température par des petits groupes froids qui nous permettent d'avoir une température stable à 21 degrés ou 24 degrés selon nos bières. Et d'avoir un produit plus régulier dans le temps, et puis de pouvoir baisser un peu en température avant l'embouteillage pour limiter la mousse et pouvoir réduire un peu notre temps d'embouteillage.
On va goûter. T'as déjà commencé, toi? Ouais, parce que voilà, on va pas me dire à un pâtissier de pas goûter ce qu'il fait, on va pas dire à un cuistot de pas goûter ce qu'il fait. On goûte de façon sérieuse, attention. Là, c'est parce qu'on a commencé à boire des coups avant d'enregistrer, parce qu'on est passé en mode bar, mais quand même, à peu près tous les jours, on goûte un petit fond de bière, simplement pour vérifier qu'il n'y ait pas un faux goût qui soit développé pendant la fermentation. C'est vraiment juste du contrôle qualité, c'est pas du développement d'alcoolisme. Simplement, il n'y a pas de raison, mais vérifier que le fait qu'on ait changé une température sur une certaine bière, quel impact ça a pu avoir, ou vérifier qu'il n'y ait pas eu une infection qui se soit installée là suite à un mauvais nettoyage ou un problème quelconque, chose qui n'est jamais arrivée pour le moment, croisons les doigts. Alors Antoine, première dégustation. Elle est bonne, voilà. Tout simplement, on est sur une bière qui est encore en fermentation. J'ai été la puiser au fermenteur, donc là elle est à température ambiante, c'est aussi un peu différent d'une dégustation classique. Donc on est sur une bière plate, il n'y a pas encore de bulles. On est sur une bière qu'on va sortir dans nos éphémères, dans notre première série de 4 bières, de 4 nouveautés. C'est un style de Black IPA. Black IPA, une bière noire avec du houblonnage derrière pour avoir de l'amertume et l'aromatique fruitée du houblon. Nous, on est parti un peu sur le fruité et résineux pour accompagner le côté café et chocolat de nos maltes. L'amertume n'est peut-être pas encore assez présente pour l'instant, mais elle va sûrement se développer avec la refermentation en bouteille. Et pour sortir de ce style un peu classique de Black IPA qui sort pas toujours de l'ordinaire, en gros une Black IPA, c'est une Black IPA, c'est rare qu'il y en ait une qui sorte du lot avec un truc un petit plus, un truc qui a un peu plus de peps. On va voir ce que ça va donner, hein. C'est une première, c'est un test, on l'a fait directement en 500 litres. On s'est dit que quitte à essayer de sortir du lot, à défaut que ça soit dans le goût, si jamais on n'arrive pas à sortir quelque chose, ça sera au moins au niveau de l'alcool, parce qu'on a un problème avec l'alcool, nous, ici à la Minotte, c'est qu'on aime en faire. Du coup, on s'est dit, allez, la Black IPA, on en fait une version Imperial à 9%, donc ça sera une IBIPA, une Imperial Black IPA. C'est l'heure de la dégustation et je fais goûter mes collègues. Alors, puisqu'on est à Marseille et qu'on a Greg, le régional de l'étape, le blog The Beer Lantern, ouais, ça tourne, tu peux regarder, c'est bon. J'étais tranquille. Alors, Greg, toi en plus, t'aimes bien les bières noires, alors vas-y. Ah bah écoute, c'est une découverte parce que moi je la connais pas celle-ci. Bon, elle sort du fermenteur, donc du coup. Donc, personne ne la connaît. J'ai du mal à définir au niveau de l'odeur. Ça pétille déjà, tu sais, dans le nez. C'est la coke. Ah, c'est ça. Attends. Oh, c'est déjà très sympa. Ouais. C'est amer. Tu as le côté un peu torréfié qui ressort. Après, peut-être, je sais pas, toi, en tant qu'à brasser, un peu peut-être en densité La densité va évoluer, mais je disais que ça manquait d'amertume, mais notamment parce que la fermentation n'est pas finie et que mine de rien, 9% d'alcool, c'est beaucoup de sucre à transformer, et là, c'est pas fini. Donc c'est pour ça qu'on ne sent pas encore trop l'amertume. C'est parce qu'il y a encore beaucoup de sucre qui n'est pas encore transformé en alcool. Donc ça va venir dans la semaine à venir ou dans les 15 jours à venir avant de l'embouteiller. Deuxième dégustation, on reste sur une bière noire, ça c'est pour faire plaisir à Greg. Non, d'abord pour me faire plaisir, parce que Greg, je l'emmerde, même si c'est la première personne que j'ai contactée en arrivant à Marseille il y a 3 ans. Donc non seulement je l'emmerde, mais c'est simplement parce que ici on aime faire des bières noires. Donc pour la simple et bonne raison que c'est la seule bière où quand on rentre dans la brasserie, on sait tout de suite ce qu'on fait déjà. On sait que c'est une brune. Ça sent le chocolat, ça sent le café et c'est super agréable de travailler dans ces conditions. Alors ouais, à la graffeuse. Parce que le décapsuleur était beaucoup trop loin. Donc là j'ai ouvert la fucking stout. Donc on est sur une Imperial Oatmeal Stout. C'est une bière noire, épaisse, à boire à la cuillère. On est à 8,8% d'alcool. 62 IBU, pour ceux à qui ça parle, mais qui est quand même adouci par le fait que ça soit une bière avec beaucoup de corps. Notamment celle-ci, je l'ai choisie aussi, au-delà du fait qu'elle nous plaise beaucoup, elle plaît beaucoup aux gens, c'est c'est la plus réussie par rapport à son style, très honnêtement. Mais c'est aussi parce que c'est la première où Max, mon collègue, à l'époque, j'étais assistant brasseur, donc c'est lui qui m'a formé, on brassait ensemble. Et un jour, alors que j'étais avec un stagiaire californien qui maintenant d'ailleurs est brasseur chez Sulose, petit clin d'œil à Cory, il nous a dit les gars, c'est votre journée, vous faites votre bière, démerdez-vous, prenez ce qui reste, amusez-vous, on liquide les stocks. Et c'est la première bière qu'on a faite et on n'y a pas retouché depuis. À chaque fois qu'on crée une nouveauté, si jamais on doit la refaire,
à chaque fois. On modifie quelque chose pour améliorer. La tente Suzy notamment, qui est une blanche avec de la framboise dedans. On est passé du fruit entier surgelé à la purée de fruits. Ensuite, on est monté en volume pour mettre encore l'accent sur le fruit. Une IPA, à chaque fois on la modifie un petit peu, on rajoute un peu plus de houblon la fois d'après, ou alors on en change un. Une ambrée, on va changer un peu de malt. Celle-ci, c'est la même que le premier jour. C'était une réussite du premier coup. Et c'est notamment la première à laquelle on a pensé quand on s'est dit et tiens, si on faisait du vieillissement en barrique. Donc on verra ce que ça donnera, mais ça devrait bien se passer. Donc on va déguster ça. Là, on a la mousse parfaite à la belge avec un gros col et un chapeau. C'est pas très beau parce que là j'ai fait un peu le porc et du coup ça fait des grosses bulles, on dirait des yeux de crapaud, mais on n'est pas trop mal. On a une mousse qui va prendre le temps de redescendre. Alors pour la décrire, on a une bière noire, hein, c'est un pétrole, on voit pas au travers. La mousse est légèrement marron, on n'est pas sur une mousse blanche. Elle est bien épaisse, elle est bien dense, elle va redescendre tout doucement. Cette bière, c'est assez agréable à voir quand on la sert. Donc là, elle est chaude, mais quand on la sert fraîche, on a cet effet Guinness du service avec une mousse qui part du fond et qui remonte tout doucement. Du coup, c'est assez cool à voir, sachant que très honnêtement, on n'a pas fait exprès. Alors, on va goûter. Ouais, on se la pète un peu. C'est Greg, tu nous l'as décrit ? Elle est bonne. Elle est bonne. Ouais, elle est bonne, hein. Moi aussi, je t'emmerde, en fait. C'est vrai que j'ai oublié de répondre à Antoine, mais ça me fait plaisir de le dire devant une telle audience. Écoute, cette fucking stout, on a quoi ? On a une très belle mousse épaisse, comme disait Antoine. Couleur un peu blanc cassé, hein. Elle est noire. Je vois pas vraiment de lumière qui se reflète dedans. Après, on est le torréfié. C'est bien appuyé, c'est sympa. Extraordinaire. Elle est géniale, hein. Elle est sympa. J'avoue. Ouais, j'ai eu de travers, excusez-moi. J'ai vomi. Oh merde. Écoute, on sent très bien en fait tout le côté café, qui est très sympa, le torréfié. Il y a un peu de rondeur et en même temps tu as de l'amertume, qui est assez sympa aussi, mais qui va pas t'agresser les papilles, tu vois. Je trouve que c'est assez bien équilibré, c'est rond en bouche, en même temps tu as un peu de l'amertume qui te rappelle quand même que c'est de la bière. Donc ça c'est assez cool. Pour moi personnellement c'est une de mes préférées de la minote, avec la ginger hack d'ailleurs, qui est totalement différente d'ailleurs. Mais voilà, c'est une des meilleures de la minote. Voilà. Donc c'est bien, hein, les mecs ont pas fait exprès, ils se sont gavés. Donc qu'est-ce que ça serait s'ils font exprès ? Probablement de la merde. Probablement de la merde, on est d'accord. Troisième dégustation, la fille du boulanger. Donc la fille du boulanger, sans entrer dans les détails, déjà c'est une IPA, pour ceux à qui ça parle, c'est New England IPA. On est sur une bière qui est très houblonnée, qui est volontairement trouble, un trouble qui n'est pas censé disparaître avec le temps et avec la décantation, puisqu'il s'agit de rajouter du houblon en pleine fermentation active, un moment où on nous avait déconseillé depuis des décennies de le faire pour éviter justement d'avoir une bière qui devienne trouble. Mais maintenant ça nous gêne pas et ça développe des arômes différents. Et ça crée un trouble qui reste dans le temps. Donc la fille du boulanger, c'est typiquement un jus de fruits à 8%, avec une petite amertume mais qui est vraiment pas dérangeante. Pourquoi elle s'appelle comme ça ? Simplement en référence à une page Facebook qui s'appelle Même décentralisée pour provinciaux et francophones oubliés, à qui je fais coucou, c'est des copains, avec une blague récurrente autour de la fille du boulanger, qui est un personnage qui revient dans beaucoup de conneries. Et on l'a fait ensemble avec eux, on a fait 85 litres, on la refera, il y en a notamment une partie qui leur est déjà dédiée. Cette bière s'appelle comme ça parce qu'elle est douce comme la fille du boulanger, parce qu'elle est très légèrement amère comme ses prétendants qui n'ont pas pu la choper, et elle casse la gueule comme son père. Alors on va goûter la fille du boulanger. Et du coup, c'est donc cette IPA, on est donc sur un jus de fruits alcoolisé à 8%, une bière dans laquelle on retrouve un côté très fruit exotique, un peu passion, un peu mandarine aussi, bière un peu trouble, d'un beau jaune doré. Voilà, c'est tout doux, c'est très légèrement amer, mais comme de la bière, pas plus. On n'est pas sur une IPA, un truc très amer, ou une double ou une triple IPA. C'est un jus de fruits. On pourrait le donner à un enfant si c'était légal, comme en Belgique, de les faire boire. C'est tout.
Merci à Antoine Dinemet et bien sûr à Max Brunet pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Merci à Greg du blog The Beer Lanterne qui m'accompagnait ce jour-là. De Marseille, je vous ai rapporté quelques photos de la brasserie La Minotte et je vous invite à les découvrir sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram du Podcapsuleur. Merci pour vos partages. N'oubliez pas de soutenir le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça, c'est la base. Et vous pouvez m'aider aussi à poursuivre l'aventure. Soutenez-moi en offrant votre tournée sur Tipeee, tipeee.com/podcapsuleur. Restez chez vous, à très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.